Alors lorsqu'on parle de géométrie variable dans la lutte contre la corruption, je pense qu'il faut penser à trois choses. Un, qu'il s'agit d'un combat international, si je peux me permettre. Il s'agit de corruption aujourd'hui pour les grands groupes et de risques de corruption qui traversent les frontières. Donc, par ricochet, une coopération internationale entre les régulateurs, autant au niveau d'une potentielle harmonisation des concepts de la législation, autant au niveau répressif que préventif, mais aussi au niveau de l'échange d'informations. On l'a bien vu dans le secteur financier à travers les années, comment ce rapprochement international s'est fait. Dans cet angle-là, je pense qu'il y a aussi, en deuxième lieu, beaucoup à apprendre des manières et des techniques de lutter contre cette corruption. Il faut de la créativité, il faut des moyens qui ne sont pas complètement disrupteurs, si on peut se permettre ce mot, des activités commerciales de l'entreprise, des activités, comme on dit, business as usual. On sait très bien que c'est un des plus grands défis aujourd'hui à mettre un système de prévention de la corruption aussi exigeant que celui de la loi Sapin. Il faut donc, je pense, user de beaucoup de créativité, comme plusieurs directeurs compliance, équipes compliance le savent très bien. Et finalement, je dirais en troisième lieu, la gestion de risque, qui aujourd'hui est un concept de plus en plus large. On parle de gestion de risque, mais même de gestion de risque aujourd'hui dans l'ère de la crise sanitaire et des mois et des années qui s'en suivent, qui visent également l'ESG, donc tout ce qui est environnement social et gouvernance, donc pas juste la corruption, mais c'est cette approche de la compliance, avec une approche de gestion de risque, avec tous les outils qui existent, et toujours avec une approche qui permet à l'entreprise de rester compétitive, bien évidemment, tout en répondant aux exigences de la loi. Alors, à mon avis, le plus important pour éviter les risques, c'est d'imposer une culture de compliance dans les entreprises. Et je suis très heureux que dans les dernières années, il y a une culture de compliance qui vient lentement dans les entreprises françaises et dans d'autres boîtes qui sont ici en France, avec la loi Sapin 2, avec le travail de AFA. On voit que, par exemple, les alertes, il y a de plus en plus d'alertes et les gens appellent notre ligne éthique et notre ligne éthique fonctionne aussi en France et fonctionne bien et les gens prennent ça positivement. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres développements ici en France, aussi chez notre fournisseur, etc. Et ça c'est définitivement positif. Pour nous, ce développement est vraiment bien parce que McDonald's, mon entreprise, a toujours été très compliant et on a toujours dépensé beaucoup d'argent et on a fait seulement ce qu'on peut faire. Et parfois, ça a été dans plusieurs pays, ça a été difficile pour nous d'être concurrentes parce qu'il y a d'autres entreprises qui ne s'agissent pas comme ça. Et c'est pourquoi, comme il y a de plus en plus d'entreprises qui suivent le compliance, qui suivent la conformité, ça fait notre boulot aussi plus facile. Merci. Pour limiter les risques, schématiquement, je verrai deux orientations. Une première orientation qui est celle de réduire les opportunités et une deuxième orientation qui est celle d'augmenter les contrôles. Réduire les opportunités, on est dans le domaine de la prévention et renforcer les contrôles. J'aime pas trop le mot de contrôle, je préférais le mot anglais de oversight, si vous permettez l'expression. Renforcer le oversight, en fait, on est déjà dans une logique répressive. Bien sûr, la peur du gendarme peut en quelque sorte être le début de la sagesse et contribuer à la prévention, mais je veux dire, c'est quand la prévention n'a pas marché, on est obligé de passer à du contrôle. Alors, la réduction des opportunités, en fait, elle est dès le départ dans la construction des systèmes économiques, des systèmes juridiques qui vont porter des vulnérabilités où l'alliance, la relation corrupteur-corrompu va émerger, va être facilitée. Et il importe de réduire cette vulnérabilité, de réduire cette possibilité de rencontre entre le corrupteur et le corrompu. S'agissant de la surveillance, il s'agit, je veux dire, surtout d'une capacité de détection, d'observation, donc une transparence dans les prises de décision. Et il est évident que un des axes sur lesquels doit porter la lutte contre la corruption, contre ce mariage corrupteur-corrompu, porte sur les situations de monopole, les situations de monopole occultes, où effectivement le pouvoir discrétionnaire permet
d'abuser du pouvoir et donc de se livrer à la corruption. La corruption fait courir un vrai risque sur le développement mondial. Très clairement, elle a un impact sur la santé des personnes, avec la contrefaçon aussi, avec les bâtiments qui ne sont pas fabriqués correctement avec les bons matériaux. On l'a vu en Italie avec le pont à Gênes. Avec l'éducation des enfants, puisque les fonds qui sont destinés à l'éducation, à l'achat de fournitures partent sur des comptes à terme rémunérés, mais ne vont pas au bon destinataire. Donc on est finalement aujourd'hui dans une société qui a une aversion du risque, qui essaie de se protéger au maximum, et pourtant qui accepte la corruption, qui fait courir un risque majeur à l'ensemble de la société. Donc il faut vraiment insister sur les standards d'éthique, standards internationaux de l'éthique, sur lequel l'ensemble des acteurs, les États, les organisations, les entreprises et les citoyens est un rôle, c'est-à-dire qu'ils l'acceptent, ils acceptent ce standard, que tout le monde se mette au même niveau, et quand je dis tout le monde, c'est la planète entière en réalité, puisque si l'ensemble des acteurs et des États acceptaient le même standard éthique, il y aurait évidemment beaucoup moins de soucis, et ce serait quelque chose qui entrerait vraiment dans les mœurs de manière tout à fait banale et tout à fait profitable à l'ensemble des personnes. Alors je n'ignore pas que la corruption elle profite à un certain nombre, à un petit nombre, mais il ne faut pas que les juristes baissent les bras, il faut que les juristes continuent à élaborer des normes, à élaborer de la prévention, des codes de conduite, donc autant de la loi dure que de la soft law, ça c'est très clair, et ils ont un vrai rôle à jouer dans l'influence, et à la fois réglementaire et juridique. Donc le droit doit être un premier rempart contre la corruption. Contre la corruption peut comporter deux facettes distinctes, la prévention d'une part et la poursuite et la répression d'autre part. La compliance, c'est un outil, c'est une méthode de prévention qui consiste à demander aux acteurs de mettre en place un certain nombre de mesures et procédures dans leurs activités professionnelles pour éviter les risques de corruption. Ça répond à la deuxième question. Corrupteurs, comment limiter les risques? Eh bien, pour limiter les risques, il faut éviter de créer des liaisons entre certaines fonctions et éviter, par exemple, de mélanger un certain nombre d'activités avec l'argent, mettre de la distance et opérer une ségrégation des tâches, par exemple dans un process de travail, que ce soit dans une administration ou dans une entreprise. En faisant une ségrégation des tâches, ça permet d'éviter cette relation entre le corrupteur et le corrompu, puisque des personnes tierces interviennent et peuvent s'opposer donc à cette corruption.